tous, bienvenue au webinaire du plan national dépérissement. Ce soir, de 17h à 18h, on va aborder les pratiques contre le dépérissement, en particulier, et de l'analyse techno-économique. Les intervenantes en ont fait dans le cadre du projet DECIDEP. Le nom qui est indiqué, c'est Anastasia Roch. Nous deux ici, nous ne sommes pas Anastasia Roch. Je vais commencer par me présenter, c'est pas très poli, mais c'est Audrey Dubois, chargée de mission au plan national dépérissement au CNIV. Avec moi, j'ai Aline Ugaglia, que je vais laisser se présenter. Améro interviendra par la suite, et Marie Conan aussi. Pour les questions, vous pouvez nous indiquer vos questions dans le chat et à la fin des présentations, nous prendrons les questions. Voilà, pour une fin prévue à 18h. Donc, bonjour à tous. Merci Audrey. Donc, je suis Adeline Ardo-Ugaglia, chef de conférence en économie à Bordeaux Sciences Agro, école d'ingénieurs agronomes basée à Bordeaux. Et j'ai eu le plaisir de coordonner un projet qui s'appelait DECIDEP, qui a été financé par le plan national dépérissement du vignoble et qui touche à sa fin puisque nous avons commencé en 2020, en plein confinement, et que le projet prendra fin au mois de décembre 2023. Donc, on a saisi l'occasion pour vous proposer un webinaire sur une partie des résultats qu'on a pu avoir au cours de ce projet. Et on vous remercie d'être là, sachant que on est en pleine période de vendange. Donc, le but du projet DECIDEP, c'était effectivement d'analyser l'impact technico-économique des pratiques culturales pour limiter le dépérissement du vignoble dans les exploitations viticoles. Donc, vous savez sûrement le plan de dépérissement définit le dépérissement comme un phénomène multifactoriel, lié aux stress environnementaux, qu'à des agressions biologiques et notamment aux maladies du, mais aussi à des pratiques à l'environnement socio-technique de l'exploitation. Nous, considérant le dépérissement de manière systémique, on a voulu mettre une facture les pratiques viticoles, notamment les pratiques qui pouvaient permettre de lutter contre ou de favoriser le dépérissement dans les exploitations. Et on a fait ça avec une approche pluridisciplinaire puisque on avait des agronomes, notamment des systèmes, et des économistes. Le projet, ça a été beaucoup à la demande blanche de travailler en mobilisant des réseaux et des travaux qui existent déjà. Les différents objectifs du projet et les différentes questions de recherche auxquelles nous avons cherché à répondre. D'abord, c'était quelles sont les pratiques limites ou risques de dépérissement du vignoble. Ensuite, quel est l'impact économique des différentes pratiques qui peuvent être mises en œuvre par les viticulteurs pour lutter contre le dépérissement en temps long et en particulier les pratiques curatives que sont le curetage ou la complétion, en l'appliquant à différents vignobles, en cas à différentes. Et la dernière ambition du projet était d'identifier les freins liés à la mise en œuvre de nouvelles pratiques pour essayer de limiter le dépérissement. Donc, en identifiant quels sont les facteurs qui favorisent l'exposition des exploitations au dépérissement et quelles sont les perceptions des viticulteurs quant à leur situation de dépérissement et les facteurs qui sont à l'origine. Du coup, on a travaillé en particulier sur le lien entre les différents facteurs. Pour certains volets du projet, sur tous les facteurs. Sur d'autres, on s'est concentré sur les maladies du bois en lien avec les pratiques viticoles. Et on a travaillé à différentes échelles, notamment grâce aux observatoires dépérissement aux maladies du bois qui se trouvent en Alsace, en Vallée-Loire, un tout petit peu à Bordeaux, et puis surtout à Cognac dans les développements les plus récents du projet. Le projet a été structuré autour de 3 actions.
Donc, d'abord, une première action où on a travaillé sur des bases de données qui étaient à disposition du plan. Vous avez peut-être entendu parler de différentes enquêtes qui ont été menées par la filière, dont une qui a été traitée par un cabinet qui s'appelle le BIPE, et puis une autre qui a été menée par le CNIV, où les viticulteurs étaient interrogés sur notamment leur niveau de dépérissement. Donc, on a traité ces données pour essayer de dégager des facteurs de dépérissement. Il y a eu une action 2 qui s'est intéressée à travailler sur les interactions pratiques terroir dépérissement pour essayer de pouvoir identifier des trajectoires et des itinéraires techniques pour lutter contre le dépérissement du vignoble. Et enfin, une action 3 portée par une thèse qui s'est intéressée à la compétitivité des entreprises et à leur stratégie au vignoble pour face au dépérissement. Donc, ce projet, il a fonctionné avec un comité de pilotage, donc il a suivi avec notamment des membres de différentes interprofessions ou de la recherche ou de différentes organisations en lien avec le sujet, et avec un consortium scientifique et technique qui a permis de valider et d'orienter ces travaux pour le temps du projet. Les résultats et qui vont à disposition via le site web du plan, vont être à disposition de tout le monde. C'était l'analyse et un recensement des données disponibles dans les observatoires dépérissement et maladies du bois, donc, qui ont donné lieu à la création de fiches. Une base de données technico-économiques sur les pratiques curatives et des analyses des bases de données du BPE et du CNIF dont je viens de parler juste avant. Tout ça pour notamment contribuer à la plateforme d'épidémiosurveillance et à l'observatoire du PNDP. Il y a eu aussi des apports méthodologiques au cours du projet, c'est-à-dire toujours arriver à être presque clair pour dire ce qu'il fait, mais on a délié pas mal de méthodes qui vont pouvoir nous servir à aller plus loin dans le futur, notamment pour analyser les pratiques, mais aussi pour analyser l'impact technico-économique des pratiques qui pourraient être utilisées dans un outil d'aide à la décision future, et puis des livrables scientifiques qui seront également à votre disposition, que ce soit la thèse, les rapports de stage, les articles ou les rapports en lien avec le projet. Du coup, on va vous proposer deux interventions. Une première par un héros qui va vous parler de l'analyse des interactions pratiques terroir, dépérissement et des résultats qu'ils ont pu obtenir sur ce thème. Et puis après, Marie Conan, qui a effectué sa thèse au cours du projet, vous parlera de la rentabilité de différentes pratiques curatives au vignoble. Alors, on fait la bascule d'écran. Alors, c'est que ça marche plus. Si. Est-ce que ça marche? Tu passes en diaporama. Là, est-ce que c'est bon? Le délai est un peu long entre les manipes et le partage. C'est bon. Ouais, ça y est. C'est bon. C'est bon, sauf que moi, je le vois plus. Là, c'est bon? Donc, on repart de la diapo d'Adeline juste avant. Donc, première chose, effectivement, Adeline vous a parlé du projet DECIDEP. Donc, l'objet, effectivement, du webinaire d'aujourd'hui, c'est principalement le projet DECIDEP, mais on avait travaillé précédemment dans un projet Tradévie sur le dépérissement aussi, et on n'avait jamais eu l'occasion, en fait, de présenter certains résultats. Et comme ils sont très en lien avec la discussion d'aujourd'hui, on s'est dit que c'était l'occasion de vous les présenter, puisqu'ils parlent donc de pratique et de dépérissement. Donc, deux parties dans mon exposé, mieux comprendre les liens entre mortalité, rendement et vigueur dans le cadre du projet Tradévie et préciser l'impact de pratique sur le rendement et la mortalité dans le cadre du projet DECIDEP. Alors, Tradévie, j'y arrive. Donc déjà, vous pourrez retrouver toutes ces informations dans un article scientifique et dans un article plus en français, beaucoup plus court et synthétique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on y raconte dans ces travaux? D'abord la méthodologie de l'étude. On a travaillé en fait sur 3 régions viticoles françaises,
Alors, je vais juste réduire une vue parce que j'arrive pas à tout voir. Voilà. 3 régions viticoles françaises, donc Cognac, Bordeaux et le Languedoc, sur un réseau de 17 parcelles. Et on a couplé en fait des suivis dans la parcelle en 2019 de rendement, de vigueur, de mortalité. On a regardé les maladies annuelles et maladies type ESCA, et on a un peu regardé le sol aussi. On a réalisé un certain nombre d'enquêtes auprès de vignerons, enfin, les propriétaires de ces 17 parcelles, propriétaires exploitants, et on a retracé l'historique des rendements et de la mortalité sur ces parcelles. Rendement, donc à partir des données que nous ont données les personnes qui exploitaient les parcelles, et mortalité, on a retravaillé par photo aérienne avec identification d'un nombre de manquants sur la période 2012-2020. Donc, 3 dispositifs sur les mêmes parcelles. Donc, d'abord l'analyse historique. Ce qu'on peut voir, donc on a regardé les rendements et le nombre de manquants, ce qu'on a appelé AD, c'est sur la partie gauche. En fait, ce qu'on constate, c'est d'une part une augmentation significative de la mortalité dans le temps. Donc, c'était à peu près ce qui nous intéressait, donc on en était très contents. Donc, ça entre 2007 et 2020, que ce soit en Languedoc ou dans le Bordelais, et là, j'ai pas mis les résultats de Cognac. Mais cette augmentation significative, elle ne s'accompagne pas toujours d'une diminution des rendements sur la période étudiée, mais plutôt d'une variabilité des rendements entre les années. C'est ce qui est représenté sur le graphique de droite. Vous voyez, les courbes montrent une très forte variabilité interannuelle. Donc fortement liée au climat, bien sûr, à la pression maladie et à toutes les explications que vous connaissez. Dans les parcelles un peu plus anciennes, sur lesquelles on avait quand même un peu plus de recul, on observe quand même à un moment un lien entre mortalité et rendement, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain niveau de mortalité, le rendement baisse. Donc, on s'est demandé quand même s'il n'y avait pas une compensation entre les cèpes qui n'étaient pas morts vivants, qui permet de soutenir le rendement pendant quelques années avant qu'il y ait un décrochage de rendement. Mais on n'observe pas pour autant d'évolution du rendement à l'échelle du cep et de compensation en fait par les cèpes vivants de la perte de production des cèpes morts. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que clairement, la mortalité va augmenter avant la baisse des rendements dans le cas de dépérissement. Donc, la mortalité est quand même un indicateur plus précoce que le rendement pour identifier du dépérissement dans les parcelles. Donc, à cette analyse historique, on a on a analysé des résultats d'enquête. L'idée étant, chez les viticulteurs donc, de ces 17 parcelles, de capter la perception qu'ils avaient du dépérissement dans leurs parcelles. Donc, la première idée qui en ressort, c'est que le dépérissement, pour eux, est d'abord une question de mortalité, à la fois dans la façon dont ils définissent le dépérissement et dans la façon dont ils l'observent et le caractérisent dans leurs parcelles, ce qui correspond exactement à ce qu'on a observé sur les analyses historiques que je viens de vous présenter. Si on revient sur les causes, il y a un mélange entre des causes liées aux maladies du bois et du changement climatique de façon générale. C'est les deux mots qui ressortent principalement. Et si on va un peu plus loin en termes d'explication, ce qui est mis en avant, en plus, c'est des questions de vigueur, c'est le lien aux pratiques de gestion de cette vigueur, tout ce qui est lié à la taille et à la gestion des fûts de sève, et bien sûr à la gestion des maladies du bois. Alors, cette enquête, elle nous paraît intéressante parce que elle nous montre que finalement la perception du dépérissement dans les parcelles est vraiment en adéquation avec la dynamique de mortalité et de rendement que l'on peut nous mesurer rétrospectivement, par les photos aériennes ou par les données de rendement. Donc, à ces analyses historiques et à ces enquêtes, on a rajouté donc une analyse sur l'année spécifiquement 2019 qui nous a permis de descendre à une échelle infraparcellaire puisqu'on a travaillé à l'échelle de placettes dans ces parcelles et on a regardé s'il y avait une forte hétérogénéité dans les parcelles, donc entre les placettes. Donc, je ne vais pas détailler les graphes qui sont ici, il y a juste le rendement en bas et en haut le taux de manquant, que ce soit des cèpes morts ou carrément des cèpes arrachés. Ce qu'on voit surtout, en fait, c'est une très forte variabilité interparcellaire entre les placettes, du coup, que l'on a suivies. Mais malgré tout,
même s'il y a une très forte hétérogénéité, une parcelle qui est fortement touchée par le dépérissement est touchée fortement sur l'ensemble de ces placettes. Ce qui était intéressant sur ces placettes, c'est d'aller plus loin que la mortalité et le rendement et de regarder en fait le lien à la vigueur. Et cette année 2019, on a observé une relation significative entre la vigueur, la mortalité principalement et un peu le rendement. En fait, plus que la vigueur même, c'est en fait la différence de vigueur entre la vigueur totale qui inclut en fait ce qu'on peut observer sur les cèpes morts et la vigueur vraiment spécifique restante des cèpes vivants. En fait, je parle de vigueur, mais c'est principalement de NDVI dont il s'agit. Donc c'est cet écart qui est le plus précis et très bien relié à la mortalité. Mais au-delà de ça, ce qu'on en conclut, c'est que finalement, la vigueur est très bien reliée à la mortalité et un très bon indicateur précoce pour un diagnostic en fait de dépérissement. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Vous pourrez retrouver en fait tous ces résultats dans les 2 articles qui sont publiés. Je reste disponible pour plus d'informations là-dessus. En tout cas, ces premiers résultats, ils nous ont beaucoup aidés dans la suite du projet DECIDEP, puisque justement, on s'est concentré sur la mortalité plus que le rendement, puisque c'était un indicateur plus précoce du coup de dépérissement. Donc je bascule sur DECIDEP. Alors là, en termes de méthodologie, je vais vous parler d'une analyse en fait sur des bases de données existantes, principalement des observatoires des maladies du bois et des réseaux maturité. On a en fait passé pas mal de temps à analyser plusieurs bases de données avec plusieurs essais d'analyse qui étaient infructueux en Alsace, en Bourgogne, en Val-de-Loire. On pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Et finalement, on a réussi à travailler à Cognac parce qu'on avait une profondeur historique qui était importante, avec plus de 30 ans de suivi sur certaines parcelles et un nombre de parcelles important, avec vraiment des données annuelles de rendement, de mortalité et de pratiques agricoles. Voilà. Et ça, c'est un point très très important dans notre étude, puisqu'on a besoin énormément de données pour faire le tri entre certaines pratiques et pour les relier au dépérissement, donc mortalité et rendement. Alors, en termes de démarche, qu'est-ce qu'on a fait sur Cognac? En fait, on a regardé chaque parcelle qui nous paraissait, sur lequel on avait suffisamment de données, et on a regardé l'évolution des rendements et de la mortalité. On a classé ces parcelles en 3 catégories, des dites non dépérissantes, des fortement dépérissantes et des parcelles intermédiaires, donc moyennement dépérissantes. Ensuite, sur les 2 catégories extrêmes, non dépérissantes et fortement dépérissantes, on a comparé les pratiques, à la fois les pratiques annuelles, fertilisation, traitement, entretien du sol, et plein d'informations liées à la plantation, donc porte-greffe, densité, type de sol. Et on a du coup pu sélectionner un certain nombre de variables qui nous paraissaient intéressantes et dont les modalités étaient différentes entre les parcelles fortement dépérissantes et non dépérissantes. Un 3e temps a été ensuite vraiment d'analyser pour les 3 catégories de parcelles. Je vais les représenter toujours en vert, orangé et rouge par la suite, donc vert non dépérissante, rouge fortement dépérissante et orangé intermédiaire. Donc on a comparé vraiment les pratiques sélectionnées et les variables sélectionnées dans ces 3 catégories de parcelles. Donc je reviens sur ces 3 étapes. D'abord les catégories de parcelles. En fait, par un certain nombre de règles, de décisions, on a donc identifié 3 catégories de parcelles. Les parcelles non dépérissantes, elles sont caractérisées par une mortalité faible et un rendement relativement stable dans le temps. À l'extrême, les parcelles rouges, donc fortement dépérissantes, sont caractérisées par une forte mortalité et un rendement en baisse sur la période d'observation. Et de façon intermédiaire, on a les parcelles moyennement dépérissantes, donc qui montrent aussi une forte mortalité, mais un rendement qui reste stable. Vous avez ici illustré à droite 3 graphiques qui montrent un petit peu ces différences de catégories entre parcelles. Donc le rendement en bas, on voit clairement que le rendement est à la baisse dans les parcelles fortement dépérissantes. Tout en haut, à l'inverse, vous avez l'augmentation de la mortalité. On voit bien que dans les parcelles non dépérissantes, la mortalité n'augmente pas.
Et vous avez après la mortalité moyenne par an au milieu, le graphique du milieu, où on voit que des parcelles du vert au rouge, donc des parcelles non dépérissantes jusqu'aux dépérissantes, on a une gradation dans l'intensité de mortalité. Donc une fois qu'on avait ces 3 catégories de parcelles, la question a été de voir si on avait derrière des pratiques différentes. Donc d'abord, on a regardé des caractéristiques fixes à la plantation et en fait, on n'a pas observé de lien fort entre le dépérissement et les caractéristiques de parcellaire et de plantation, notamment le sol, le porte-greffe et ses caractéristiques. Donc pas de lien net. Par contre, il n'empêche qu'on a observé quelques tendances, en tout cas certains points qui nous interpellent, notamment dans les parcelles fortement dépérissantes. C'est des parcelles qui ne sont pas en coteau, donc systématiquement en plaine ou en plateau, plutôt dans des sols de groix ou silico-argileux, et avec des porte-greffes qui sont moyennement résistants à la sécheresse et une vigueur conférée par ce porte-greffe relativement forte. Donc voilà, donc un premier résultat qui nous a quand même interpellés. Ensuite, on s'est intéressé aux pratiques annuelles, donc qui évoluent du coup dans le temps. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué à travailler puisque forcément on avait un certain nombre de pratiques. De mémoire, on avait à peu près 90 variables qui étaient de pratiques ou qui reflétaient le résultat d'une pratique. Et donc un certain nombre d'années de suivi qui pouvaient aller jusqu'à 20 ou 30 ans pour certaines parcelles. Donc comment faire pour analyser cette dynamique? D'abord, on s'est dit ça sert à rien d'aller regarder les parcelles au-delà de 30 ans parce que de toute façon, au-delà de 30 ans, le dépérissement est installé. Et donc, c'est pas les pratiques qui sont faites au-delà de 30 ans qui vont déclencher du dépérissement. Ensuite, on aurait bien aimé regarder la période de plantier, d'installation des parcelles, mais là, on n'avait pas assez de données. Donc, on s'est concentré en fait sur les pratiques pour des parcelles de 16 à 30 ans. Voilà, donc sur cette période de 16 à 30 ans, on a regardé ce qui changeait entre les parcelles dépérissantes, enfin fortement dépérissantes et non dépérissantes, et on a retenu un certain nombre de pratiques qui nous semblaient se différencier entre ces 2 catégories de parcelles. Donc le prétaillage, la date de taille et le type de taille, le maintien ou non d'un enherbement dans l'interrang, avec en conséquence le développement des herbes dans l'interrang, ainsi que le développement des herbes sous le rang. La quantité de potasse et de magnésium apportée chaque année, le nombre de rognages et le niveau de vigueur observé, et le nombre de traitements phyto, dont les antimildiou et anti-odium, ainsi que le nombre de traitements d'arsenie de soude. Donc on a travaillé par, comme je vous l'ai dit, non pas année par année, mais plutôt par trajectoire de pratique. Et on a identifié 3 grandes périodes, la période 7-20 ans, 21-25 ans et 26-30 ans. Et on a regardé sur ces périodes, en fait, quelles étaient les principales modalités des pratiques dans les parcelles étudiées. Et on a reconstitué des trajectoires de pratique. Je vous passe le détail de la méthode. Par contre, ce qui est intéressant à l'issue de cette analyse, c'est qu'on a identifié 2 trajectoires de pratique sur cette période 16-30 ans qui nous paraissent vraiment différenciées et intéressantes. Donc, ces 2 trajectoires, alors je vais appeler C2, C2, C2 et C1, 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 c'est juste un sigle. Donc C2, C2, C2 à gauche. Alors, en fait, ces 2 trajectoires, elles sont complètement opposées, dans le sens où à gauche, on va avoir un enherbement important dans l'interrang et de l'enherbement sous le rang, de l'herbe sous le rang, alors qu'à droite, on a peu d'enherbement dans l'interrang et sous le rang. On a beaucoup plus de rognage à droite qu'à gauche, des apports de potasse beaucoup plus importants alors j'arrive pas bien à voir, donc les apports de potasse importants à gauche, moins de traitements antimildiou et odium à gauche et des traitements arsenite de sodium à gauche qu'on n'en a pas à droite. Donc derrière ces 2 grosses trajectoires de pratique différenciées, on a regardé après comment se répartissaient les catégories de parcelles dépérissantes. En gros, est-ce qu'il y a plus de parcelles dépérissantes dans les trajectoires de pratique à gauche ou dans les trajectoires de pratique à droite? Alors, il se trouve que à gauche, donc enherbement important, moins de rognage, plus d'apport de potasse, moins de traitements anti-mildiou et odium et des traitements à l'arsenite de sodium, c'est associé à des parcelles plutôt non dépérissantes, alors que de l'autre côté, on va retrouver plutôt des parcelles qu'on avait classées comme moyennement à très dépérissantes. Donc, on voit un certain lien qui commence à s'établir entre des pratiques et des catégories de dépérissement. L'étape d'après, c'est que j'ai mis le terme « surtout »
en rouge là est surligné parce que c'est pas 100% des parcelles qui sont non dépérissantes qui sont associées à la trajectoire de pratique à gauche et inversement pour la droite. Et il y a quand même un petit peu de diversité et cette diversité elle est intéressante à regarder. En gros, est-ce que les parcelles dépérissantes à gauche n'ont pas eu un traitement particulier ou des pratiques particulières qui font qu'elles sont pas à droite quoi en gros. Donc, on a approfondi un petit peu en revenant sur certaines informations de la plantation. Et on s'est pas aperçu que les parcelles dépérissantes dans des trajectoires de pratique dépérissantes étaient surtout caractérisées par des porte-greffes peu résistants à la sécheresse et une forte vigueur conférée. Dans les trajectoires de pratique non dépérissantes, on va observer principalement des parcelles sur lesquelles il y a des porte-greffes résistants à la sécheresse avec une forte vigueur conférée. Et aussi, plus généralement, on s'aperçoit que dans certains types de sols, les sols sableux, les porte-greffes résistants à la sécheresse et une forte vigueur conférée semblent atténuer en fait l'expression le dépérissement. Voilà un petit peu ce qu'on retire de cette analyse sur laquelle on est en train encore de travailler, d'affiner les résultats et de les digérer. Alors, il ne s'agit pas de corrélation forte, pas de corrélation de lien de cause à effet. On n'est pas capable de dire dans la liste des pratiques qui constituent une trajectoire de pratique si certaines pratiques sont plus importantes que d'autres ou si certaines causes du dépérissement ou le limitent ou voilà. Mais voilà, on sait dire que cet ensemble de pratiques, de trajectoires de pratique est vraiment associé à des parcelles dites dépérissantes ou à des parcelles non dépérissantes. Donc en conclusion, ce que je vous disais en toute première partie de présentation, c'est que le dépérissement, c'est d'abord une augmentation de la mortalité, puis, et dans un second temps, vraiment des baisses de rendement, et que la vigueur est vraiment un très bon indicateur précoce pour identifier du dépérissement dans des parcelles, parce que très bien relié à la mortalité, et c'est même un indicateur qui réagit un petit peu avant la mortalité. Ensuite, l'analyse des liens entre pratique et dépérissement, pour nous, c'est vraiment une question complexe, notamment quand on met tous les facteurs ensemble. Il faut énormément de données et beaucoup de recul historique pour pouvoir commencer à travailler sur cette question-là. On a eu la chance de tomber sur une base de données qui était assez riche à Cognac. Alors forcément, il y a des pratiques spécifiques par rapport à d'autres régions françaises, mais c'est déjà un début. La seule chose, c'est que voilà, il est quand même difficile de démêler les causes, les conséquences, les facteurs aggravants, les facteurs déclenchants. Il n'empêche que l'enherbement, les apports en potasse, les traitements d'arsenic de sodium, les traitements antimidou-hélium et la gestion de la vigueur sont des pratiques, des facteurs qui interrogent, peut-être en lien avec le fait que la vigne, c'est une plante pérenne avec une mise en réserve importante et que à un moment, va falloir gérer toutes ces réserves. Dans tous les cas, des approfondissements sont vraiment nécessaires actuellement. Et l'autre point qu'il faut signaler, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a une interaction qui paraît forte avec le porte-greffe et un lien avec la sécheresse qui est effectivement à creuser. Voilà. J'arrête le partage et je laisse la main à Adeline, non à Marie, du coup. Je coupe mon micro aussi. Merci. Adeline, tu peux faire la projection, s'il te plaît? Oui, je veux bien. OK. OK, merci. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Marie Conan. J'ai effectué ma thèse pendant la réalisation du projet DECIDEP et la thèse qui a été soutenue le 10 juillet passé. Donc, je vais vous présenter l'analyse que nous avons effectuée tout au long de ce projet-là et en grand rapport avec la thèse. Donc, au-delà des différentes analyses, je vais vous présenter deux analyses particulières qui ont été réalisées dans le cadre du projet de ma thèse. C'est l'impact économique des pratiques curatives
sur une parcelle dépérissante. Et ici, parlant de pratiques curatives, je fais allusion au curetage et à la complantation. Donc, dans cette analyse, nous nous sommes posé la question de savoir quel est l'impact économique de ces pratiques-là sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, quel est l'impact économique de l'investissement pour un viticulteur dans le curetage ou dans la complantation face à un problème d'escale, donc sur le long terme. À côté de cela, nous avons fait une autre analyse qui essaie d'analyser en fait la décision du viticulteur à mettre en place l'une ou l'autre de ces pratiques dans une situation d'incertitude et de risque. Donc, je vais vous expliquer un peu plus loin de quoi je parle quand je parle d'incertitude et de risque. Alors, on peut aller avec la diapo suivante. Donc, l'analyse économique pour évaluer en fait l'impact économique des deux pratiques qui a fait l'objet de notre étude, le curetage et la complantation, nous sommes partis d'un modèle de simulation bioéconomique. Donc, je ne vous ai pas mis les équations de ces différentes simulations-là, mais ce graphique ici nous montre succinctement ce qui est fait par le modèle. Dans le modèle, on part en fait d'une parcelle fictive que vous pouvez voir à l'extrême gauche. Donc, une parcelle qui est atteinte par la maladie de l'ESCA. Et on suppose que nous avons au sein de cette parcelle-là 3 niveaux de sévérité. Ou encore, nous supposons 3 situations. Donc, une situation dans laquelle la sévérité de la maladie, elle est plutôt faible. Une situation où on a une sévérité qui est plutôt moyenne. Et enfin, une situation où la sévérité, elle est grande. Et sur cette parcelle, on met en place la pratique du curetage, la pratique de la complantation. On évalue son impact sur le rendement qui est produit, donc le rendement annuel, et enfin, le rendement cumulé. Donc, pour la période de cumul, nous allons utiliser 40 ans. Et après avoir obtenu cela, nous avons, en nous basant sur la littérature économique, identifié le prix et le coût des différentes pratiques qui va nous permettre finalement de calculer la rentabilité économique de la mise en place de ces pratiques. Donc, voilà ce que fait le modèle. Ensuite, pour ce que je vous montre ici avec ce diapo, c'est que le modèle biologique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement modéliser en fonction de la sévérité, comme je viens de le dire, la contribution au rendement des différents septes. Donc, cette équation-là nous montre tout simplement la contribution au rendement général. On utilise le rendement objectif sur la densité initiale de la parcelle. Ensuite, le modèle économique, lui, va calculer le bénéfice obtenu en soulignant le coût d'opportunité à chaque fois selon les différents cas de figure, que nous soyons dans un cas de sévérité moyenne, faible ou élevée. Et je note également qu'à côté de la sévérité de la maladie, donc de l'ESCA sur la parcelle, nous différencions également l'efficacité dans la pratique. Donc, que ce soit une efficacité qui est élevée ou faible, donc du curetage ou de la complantation. Tout ça a été calibré par des équations à 10 d'experts. Alors, je vous montre ici les données sur lesquelles nous nous basons pour calibrer le modèle en différenciant notre échantillon. Donc, quand je parle d'échantillon ici, je parle des régions sur lesquelles nous avons fait l'analyse de simulation. Nous considérons 3 réputations. Donc, nous avons l'AOC Entre-deux-Mers, l'AOC Pauillac et Cognac. Et ça va nous permettre de prendre en compte l'hétérogénéité selon les différents cahiers de charges, en parlant ici de la densité initiale, en parlant également du rendement ciblé et du prix. Ensuite, ici, je vous montre les résultats que nous obtenons. Donc, après avoir simulé la mise en place du curetage et de la complantation, nous analysons l'impact sur le rendement cumulé. Donc, comment est-ce que cela évolue? Alors, les deux graphiques, le graphique de gauche nous montre les résultats avec le curetage et le graphique de droite, les résultats avec la complantation. Vous allez voir que les colonnes nous montrent les différentes régions qui ont été, les différentes appellations qui ont été étudiées.
les lignes, les différentes sévérités, donc sévérité élevée, moyenne et faible. Et enfin, les couleurs concernant les courbes nous montrent l'efficacité de la pratique en question. Alors, si je prends la première ligne, s'agissant de la sévérité élevée, on montre que la courbe en violet désigne la situation dans laquelle nous n'avons pas d'ESCA, nous n'avons pas de maladie. Donc, c'est une situation où la parcelle, elle est saine. La courbe en bleu nous montre une situation dans laquelle on a présence d'ESCA, mais le viticulteur ne met en place aucune pratique. Donc, on n'a pas de curetage, on n'a pas de complantation. Et les courbes en rouge et en vert sont des courbes qui nous montrent la mise en place du curetage avec efficacité forte en rouge et la mise en place de du curetage avec efficacité faible en vert. Et c'est pareil pour la complantation. Qu'est-ce qu'on retient de ce graphique? On retient que dans tous les cas de figure, dans tous les scénarios que nous avons simulés, la mise en place d'une des pratiques reste toujours plus rentable en termes de rendement pour le viticulteur que de ne rien faire. Donc, on a les deux courbes, rouge et vert, qui sont au-dessus de la courbe en bleu. Alors, on montre, cela est corroboré, que ce soit dans le curetage ou dans la complantation. On pourrait noter que la mise en place impacte positivement le rendement cumulé. La diapositive suivante. Ici, nous mettons en exergue l'impact sur la rentabilité cumulée. Donc là, on a le résultat du curetage. On a toujours la même lecture des tableaux avec les différentes régions, les différentes sévérités et les différentes efficacités. On note que même en prenant en compte le coût du curetage sur le long terme et le prix de vente, la mise en place du curetage reste plus rentable pour le viticulteur que la situation dans laquelle il ne fait rien. Donc, on a toujours les deux courbes, même si nous sommes dans une efficacité faible de la pratique du curetage. Et vous pourriez me poser la question de savoir qu'est-ce que cela signifie dans le modèle, efficacité faible. On verra que c'est l'impact en fait de la mise du curetage sur le rendement en fait qui diffère lorsque nous sommes dans une efficacité qui est plutôt forte ou faible. Et on voit que dans ces deux cas de figure, la mise en place du curetage reste rentable. Et ce que je vais noter juste avant de passer à la diapo qui suit, c'est que plus la sévérité à l'échelle de la parcelle de l'ESCA est élevée et l'efficacité, c'est-à-dire la mise en place de la pratique est bien faite, on note que plus l'investissement dans cette pratique-là est d'autant plus rentable. Donc, cela se confirme avec, on peut passer maintenant avec la pratique de la complantation. Donc, la pratique de la complantation, on a les mêmes résultats sur le long terme, je précise cumulé, parce qu'on va voir que lorsque nous avons fait l'analyse annuellement, on voit qu'au début, on pourrait observer que la mise en place de ces pratiques-là n'est pas rentable. En ce sens où on peut prendre par exemple l'exemple là où le curseur se met là, et cela s'explique tout simplement par le fait qu'en début de période, on a un investissement qui est très élevé. Donc, on a un temps de latence qui tout simplement est le temps qui s'explique par le retour en production de ce qu'on a fait en thé pour pouvoir véritablement avoir gain de cause sur ce qu'on a fait un peu plus bas. Voilà. Sinon, lorsque nous cumulons ces effets-là, on note que l'impact est positif. Pour plus de robustesse dans notre modèle, puisque ce que je viens de vous montrer jusqu'à là, nous considérons un coût qui est fixe et un prix qui est fixe en fonction des différentes appellations. Nous avons fait un modèle de Monte-Carlo, une simulation de Monte-Carlo, dans lequel nous avons fait varier simultanément le prix de vente en se basant naturellement sur des données de la littérature, donc les données concernant le prix du vin, des données historiques. En l'occurrence ici, ce sont des données issues de France Agrimet et également le coût de la pratique. Donc, nous avons pris des plages de variation telles que décrites par le tableau
Et à chaque fois, nous simulons, nous tirons au sort un prix et un coût dans ces gammes et nous calculons la rentabilité pour évaluer si cela reste rentable ou pas. Et les résultats sont dans la diapositive qui suit. Donc, qu'est-ce qu'on note? On note que la rentabilité cumulée avec ces variations de coûts et de prix-là nous donne toujours un rendement une rentabilité économique, parce qu'ici nous sommes dans la rentabilité économique, qui est plus élevée avec adoption de la pratique, en l'occurrence ici du curetage, que sans adoption. Donc, cela reste plus rentable pour le viticulteur d'agir que de ne pas agir. Ça, c'est l'idée générale que nous pouvons noter. Avec la complantation, le résultat aussi qui ressort reste le même. Effet positif de la mise en place de la pratique de la complantation sur la rentabilité de long terme du viticulteur. Qu'est-ce qu'on peut noter des deux grandes analyses que nous avons effectuées là? C'est que le curetage et la complantation sont rentables pour le viticulteur. Elles sont d'autant, leur mise en place est d'autant plus rentable qu'il s'agirait d'une situation de sévérité moyenne ou forte. Parce qu'on va noter que lorsque la sévérité de la maladie de l'ESCA sur la parcelle est faible, on note que ça devient moins rentable pour le viticulteur. Parce que je prends l'exemple, la mise en place de la pratique du curetage et de la complantation de notre analyse se fait chaque année. Donc, on suppose qu'à chaque fois que le viticulteur observe un pourcentage d'asymptomatique ou effectivement de symptomatique, il met en place le curetage ou la complantation pour le pourcentage de morts. Donc, dans ces sévérités moyennes ou fortes, là, cet investissement est plus rentable que dans une sévérité qui est plutôt faible, parce qu'on a peu de mortalité. Ensuite, la seconde analyse nous parle on se pose la question de savoir, mais puisque la mise en place de ces pratiques-là reste rentable sur le long terme pour le viticulteur, pourquoi est-ce qu'il existe des réticences des viticulteurs dans l'adoption de ces pratiques? Et un facteur qui est souvent plébiscité dans la littérature, c'est le comportement face au risque du décideur, qui est ici le viticulteur. Donc, la question qu'on se pose dans la seconde analyse, c'est de savoir quel est l'impact du comportement du viticulteur face au risque sur sa décision. Pour cela, nous utilisons un modèle de décision avec lequel nous faisons 3 analyses. Donc, on a une analyse qui est plutôt neutre face au risque, une analyse qui est optimiste et une analyse qui est pessimiste. Donc, un viticulteur qui est plutôt avers au risque. Les résultats nous montrent que le viticulteur, là, je vous montre les résultats concernant le viticulteur qui est plutôt pessimiste, parce que selon la littérature, la plupart des agriculteurs en général sont pessimistes face au risque. Et ce résultat-là nous montre que, quel que soit le scénario dans lequel nous nous trouvons, la mise en place du curetage, par exemple, dans le cas d'une sévérité faible du curetage, la mise en place du curetage sera toujours préférée comme une meilleure décision pour le viticulteur que de ne rien faire. Donc, vous allez voir les chiffres en bleu, là, nous montrent tout simplement les résultats, en fait, par rapport à son meilleur choix. Enfin, ce qu'on retient de ces 2 analyses, c'est que l'adoption des pratiques du curetage et de la complantation impacte positivement la rentabilité du viticulteur et donc n'a pas d'impact négativement sur sa compétitivité coût. C'est un lien également que nous avons fait dans la thèse, que je n'ai pas développé ici, mais qui en montre que l'adoption de ces pratiques-là permettrait de maintenir, même voire d'accroître la compétitivité coût des entreprises viticoles et que l'investissement est rentable sur le long terme. Et enfin, que le comportement face au risque du viticulteur, donc c'est-à-dire le risque d'avoir ou de ne pas avoir l'ESCA, le risque de ne pas savoir comment est-ce que l'ESCA pourrait évoluer sur la parcelle, etc. Donc cette incertitude-là est un facteur qui est important et qui doit être pris en compte dans l'adoption des viticulteurs, mais selon notre analyse, qui ne devrait pas impacter négativement la prise de décision.
Voilà. Merci Donc, Marie. Alors, un problème d'écho. C'est bon? Ouais. Il y a déjà une ou deux questions dans le chat. N'hésitez pas à mettre vos questions. On va y répondre très très vite. Juste pour vous dire que le projet Décidep, c'est aussi d'autres choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui hein, et qui seront disponibles, comme je vous le disais au début, sur le site du plan rapidement, j'espère, pour que vous puissiez les consulter, que ce soit l'analyse de la rentabilité, l'analyse de l'impact des baisses de rendement sur la formation des prix, l'analyse de la perception des viticulteurs de leur propre niveau de dépérissement, etc., etc. Donc, les documents officiels de projet, aussi bien que les documents scientifiques, articles et autres. Et normalement, on va aussi présenter le projet, peut-être pas exactement comme on l'a fait aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal de contenu qu'on ne vous a pas présenté, au PNDV Tour en novembre à Amboise. Donc, je pense qu'on peut prendre les questions. Alors, Anne, je ne sais pas si tu les vois, mais il y en a une première qui était pour toi. Donc, il dit très intéressant. Question. Alors, très intéressant. Avez-vous des données sur le SO4, si je vois bien ici? Alors, on en a peut-être, mais en fait, on ne s'est pas attaché à une modalité plutôt qu'une autre là-dedans. Donc, je pourrais pas en parler. En tout cas, on a quand même, de toute façon, si on a des données, je m'avancerai pas à les donner aujourd'hui parce qu'il y a tout simplement pas, la base de données est pas suffisamment large pour pouvoir être sûr d'avancer des conclusions sur certaines, voilà. Donc, je vais dire non, mais je vais le noter pour voir quand même si on peut pas regarder un peu plus en détail. Mais on a globalement peu de parcelles dans chaque modalité, ce qui fait que voilà, on a des conclusions générales et on peut difficilement aussi isoler un facteur parce que chaque parcelle étant différente, en fait, c'est l'ensemble du système qui est analysé plus qu'une modalité d'une variable. Ok. Merci Anne. Alors, il y en a une pour toi, Marie. J'ai des éléments de réponse, mais peut-être tu peux commencer par répondre si tu veux. Quid des résultats du projet Eureka, mettant en exergue que la complantation n'est pas rentable par rapport au curetage. Et dans leur cas, il faut 9 ans pour que le pied complanté retrouve son potentiel de production. Il vaut mieux faire quelque chose que rien, mais n'y a-t-il pas un choix entre les pratiques? effectivement, oui, il y a un choix. Dans l'analyse, nous avons fait des comparaisons. Et en fonction que nous soyons, par exemple, lorsque nous sommes dans une sévérité faible de la maladie, on note que la mise en place de la complantation est meilleure à celle du curetage. Par contre, lorsque nous sommes dans un cas de sévérité élevée et de sévérité moyenne, on note que le curetage est nettement plus rentable que la complantation. Donc, on a ce choix-là. Et concernant, en fait, le nombre de retours en production, nous avons aussi varié ce nombre-là, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans le cas d'une complantation qui est plutôt réussie, donc efficacité élevée, on note que le retour en production est de 5 ans. Et lorsque l'efficacité de la complantation est faible, on note que le retour en production est de 9 ans, comme ce qui a été développé dans l'étude. Voilà. Adeline, je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose à ça. En fait, on n'en est pas encore, on n'en est pas encore à l'OAD, même si voilà, l'ambition, ça serait de pouvoir arriver à un projet ou un prototype d'outil d'aide à la décision. D'abord parce qu'on n'a pas toutes les pratiques. Il y a des travaux qui ont été faits aux États-Unis sur les pratiques préventives. Et nous, on n'a quand même pas encore fait le tour des pratiques curatives, je pense par exemple, au recépage. Donc, je pense qu'il y a encore un peu de travail avant d'être capable de tout mettre dans quelque chose qui serait un outil d'aide à la décision. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que selon les différents scénarios, ce qui est clair, c'est que
selon les conditions des scénarios, c'est pas forcément toujours la même pratique qui est optimale. Surtout si en plus on rajoute l'appétence du viticulteur face au risque, parce que là dans notre modèle c'est déterministe, mais en vrai lui il ne sait pas quelle sévérité de la maladie il va forcément avoir l'année prochaine ou les années suivantes. On se rend compte que les réponses sont différentes. Donc aujourd'hui on n'est pas capable d'être complètement prescripteur, même si les méthodes qu'on a déployées pourraient nous le permettre à l'avenir, j'espère. Alors, il y a une autre question. Concernant les porte-greffes à conseiller, il faudrait faire attention, notamment au R140, car implanté dans une parcelle non adaptée, un porte-greffe vigoureux et résistant à la sécheresse montrera d'autres dépérissements. Pour vous, la taille est-elle le facteur le plus important concernant les différents dépérissements? Donc, je pense que c'est une question pour Anne. Ouais. Alors, pour les porte-greffes, effectivement, c'est compliqué. En tout cas, nous, ce qu'on avait sous la main, c'est des cases Excel. Donc, la case Excel ne dit pas comment le porte-greffe va se comporter dans la parcelle et si une fois qu'on l'a implanté, finalement, on n'a pas tassé le sol en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un maximum de parcelles, enfin d'individus sur lesquels on travaille dans les bases de données. Voilà, donc effectivement, j'essaie de rester prudente et on essaie de rester prudent dans les conclusions. Et encore une fois, certes, on met en avant en fait, plus qu'un nom de porte-greffe qui pourrait expliquer des dépérissements, on met plutôt en avant le mot porte-greffe au sens large. Et après, d'une région à une autre, effectivement, de toute façon, on n'aura pas tout à fait, il y aura des différences dans les porte-greffes et surtout l'adéquation sol-porte-greffe. Ensuite, la taille, je vais faire une réponse aussi qui va sûrement pas satisfaire, c'est-à-dire qu'on a pareil, on a donc identifié un groupe de pratiques qui sont cohérentes entre elles. La taille finalement ne ressortait pas trop à la fin de nos analyses, même si elle nous paraissait être une pratique intéressante. Dans tous les cas, même si elle était ressortie, finalement, on n'aurait pas pu la différencier en termes d'importance des autres pratiques. Voilà, c'est l'ensemble des pratiques qui fait sens dans le temps et à la fois dans le temps de l'année combiné entre elles et dans le temps de la période 15 à 30 ans de la vie de la parcelle. Voilà. Merci. Alors ensuite, Marie, il y a un commentaire qui est pour toi, je pense. Le curetage sera toujours plus rentable puisque l'on garde le système racinaire et qu'il n'y a pas la concurrence entre complant et cep plus âgé au sein de la même parcelle. Autant commencer à cureter quand le cep commence à montrer des symptômes. Est-ce que tu veux apporter un complément? Je pense que je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Effectivement, la complantation, en fait, la complantation, on a un facteur d'échec qui est un peu plus élevé parce que, effectivement, il y a la cohabitation entre les jeunes plants et les vieilles vignes, etc. Et c'est ce que nous montre notre modèle, hein. Lorsqu'on l'a développé, on a vu qu'effectivement, lorsque nous avons plus de mortalité et plus de septes symptomatiques, le curetage est préféré à la complantation. Donc, je suis un peu d'accord avec le commentaire. Et c'est intéressant aussi sur le fait de garder le système racinaire, d'avoir moins d'hétérogénéité dans l'âge des cèpes dans la parcelle, notamment quand on veut faire vieillir les parcelles. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était de le montrer dans le temps long parce que Marie vous l'a pas montré, mais si on avait regardé annuellement, et c'est peut-être parfois la plupart des expérimentations qui sont faites ou des données qu'on trouve dans la littérature ou la presse professionnelle, c'est souvent des analyses annuelles ou à court terme. Là, ça permet de montrer que même si des fois ça coûte très cher à mettre en œuvre, sur le long terme, vraiment, c'est intéressant. Du coup, c'est aussi économiquement intéressant, en plus des avantages que vous signalez, en fait. Alors ensuite, à partir d'un certain seuil de pied atteint par l'ESCA, ne faut-il pas envisager un arrachage plutôt que la complantation ou le curetage, sachant que le problème est susceptible de s'étendre sur les autres pieds? Alors, en fait, par rapport aux courbes qui vous ont été montrées, colorées, tant que la courbe ne devient pas horizontale, en fait,
on a production et on n'a pas diminution du revenu ou des pertes conséquentes qui justifieraient d'arracher, alors juste d'un point de vue économique, hein. Souvent, c'est dans le cas de ne rien faire qu'on a ces courbes qui deviennent complètement horizontales et qui font que le taux de manquant est tellement fort qu'il y a des pertes et qu'il faudrait arracher. Mais elle l'avait fait, Marie, au début de sa thèse. Si on prend en compte le coût d'arrachage, le coût de plantation et le temps de retour en production, en fait, c'est quand même toujours plus intéressant parce que ça fait gagner de la longévité à la parcelle d'adopter une pratique plutôt que d'arracher. Après, je pense qu'on pourrait discuter à partir de quel nombre d'années. Peut-être que 40, on est allé un peu loin, surtout par rapport à des régions où la durée de vie des parcelles est inférieure. Il faudrait peut-être qu'on regarde à temps plus court, mais a priori, c'est tellement coûteux d'arracher, de replanter que pas forcément. Ensuite, il y a une question sur avez-vous couplé les modalités curtage et complantation dans votre étude? Marie. Effectivement, ça a été une perspective, c'est-à-dire de faire de manière simultanée le curtage et la complantation. Donc, je pense que pendant les tâtonnements de la thèse, j'ai effectué cette analyse, mais par la suite, les résultats obtenus, en tout cas la calibration du modèle, ne me permettait pas en fait d'avoir des résultats qui étaient plus, comment je vais dire, plus robustes. Parce que pour cela, il fallait avoir des données de base de calibration c'est-à-dire des données agronomiques en fait, qui me permettaient de faire cette analyse. Sinon, oui, ça a été une idée première même de l'étude de faire mise en place simultanée des pratiques. Donc, je pense que ça peut être une perspective. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on pourrait même, mais avec d'autres types de modèles complètement différents, faire décider chaque année le viticulteur s'il continue de faire du curtage ou s'il passe à la complantation ou s'il change, etc. Bon, c'est un autre type de compétence, mais c'est une perspective qui serait plus proche de la réalité. C'est vrai, on en est complètement conscient. La suivante, c'est des essais sont en cours dans la Loire, notamment sur la taille en verre et la vendange en verre, de la totalité du pied lors de l'apparition de symptômes. Cette méthode serait-elle plus économique et efficace? Ah ben alors pour le coup, on ne sait pas, mais c'est complètement des choses qu'on pourrait faire si tant est qu'on est capable, qu'on soit capable de traduire ces essais en équations et d'être capable de dire quels sont les effets de la taille en verre et de la vendange en verre sur le dépérissement ou sur la contribution au rendement des cèpes atteints. En fait, c'est ça qu'il nous faudrait pour déployer ce type de modèle sur d'autres pratiques, même sur le recépage ou voilà. Tant qu'on est capable d'identifier le lien entre la pratique et le niveau de dépérissement et le niveau de rendement, c'est quelque chose qu'on pourrait être capable de faire, oui. Alors, je ne sais pas quel organisme le fait dans la Loire, mais peut-être qu'on pourrait se rapprocher si ça peut intéresser qu'on aille un peu plus loin sur l'analyse de la rentabilité de ces pratiques-là. Pour l'instant, on a fait le tour, je crois, de toutes les questions. Peut-être qu'on peut garder une minute ou deux, presque au bout de l'heure, si jamais il y a encore des questions. J'en profite pour dire que le webinaire, comme les autres webinaires du plan, il sera mis en ligne. La vidéo où vous pourrez retrouver le PowerPoint. Je suis vraiment désolée pour les problèmes de son du début parce qu'on est en filaire et que je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas bien marché. Vous pourrez revisionner ça. On a aussi, vous avez au moment des parties de Anne Méraud et de Marie Conan leurs adresses mail. Et sur cette dernière diapo, les miennes. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si vous avez d'autres questions. Et puis, je vous invite à consulter le site du plan, voilà, fin d'année 2023, début d'année 2024, si vous voulez utiliser la boîte à outils et toutes les ressources qu'on aura produites dans le cadre du projet. Voilà, on vous remercie, puis on vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de campagne 2023.